et des rayons de soleil que nous envoyons dans votre mi-journée à travers C'est Midi. Alors si cela vous intéresse, restez avec nous car à 12h GMT, on est tous C'est Midi. Et oui, ambiance survoltée avec des chroniqueurs motivés. L'équipe du jour est composée de Priscille la dégameuse, de Jean-Michel Honor et bien sûr de Docteur Philo. L'intrépide Docteur Philo. Ouais, le public m'a distrait. Dès que vous m'avez annoncé net, c'est tombé. Sinon, depuis l'intro, j'étais en train de jongler. Allez-y, allez-y donc, allez-y. Il était à 11. Ouais. J'étais à 11. 3, mais à 11 4, sur terrain. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Non, allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est comme ça. C'est parce qu'on n'a pas eu la chance, sinon on aurait participé à cette Coupe du Monde. Hein. Parce que bien nous, sûr. mais c'est des gens, il y a des talents cachés comme ça, comme nous, mais qui sont négligés dans les fins fonds du pays. Mais bref, c'est Le dommage. vôtre, il n'est plus du tout caché. Voilà. Le monde entier sait que vous êtes talentueux, que vous êtes multidimensionnel, non, merci beaucoup de le reconnaître. pluridimensionnel. J'espère que ce n'est pas de l'ironie. Hein, mais... Non, pas du tout. Loin de moi. Loin de moi le désir d'ironiser. En tout cas, je vous adore, Docteur Philo, vous le savez très bien. Eh bien, aujourd'hui, nous avons... Non, non, j'ai pas entendu. Pardon? Oui, mais vous dites ce que vous m'avez donné. Donc, j'ai dit adoration partagée. Wow. Ah, elle est bien envoyée, celle-là. Jean-Michel, vous voyez? Oui. Des envolées lyriques, j'ai envie de dire. Adoration partagée. Alors, le public se lève parce qu'on s'apprête à recevoir notre invité témoin du jour. Mais avant, permettez-moi de vous donner le thème. Je réconcilie et consolide les rapports humains à travers le sport et les réseaux sociaux. Et notre invité témoin se nomme Sako Di Kissinger. Sako est notre invité du jour. Di Kissinger, en tout cas, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Et tout de suite, quand on entend Kissinger, on pense automatiquement à l'ancien secrétaire d'État américain. Si, absolument, c'est ça. C'est de lui Kissinger. Que vous tenez votre nom ou pas? Oui, je pense, mais à l'origine, c'est Kissima, en soniké ou en maraca, c'est tonton. Mais pour moi, c'est un peu choco. On a des Kissinger. Kissinger. Voilà. Et quand on sait un peu, on va dire... la fonction des secrétaires d'État, c'est de pouvoir rapprocher les gens. Ils sont portés sur tout ce qui est affaires étrangères, donc extérieures. Alors, on comprend tout de suite ce que vous êtes devenu. Je pense que c'est une source d'inspiration parce que Henry Kissinger, qui a été secrétaire d'État sous le gouvernement Nixon, je crois, de 1976 à 1979, était quelqu'un qui rassemblait. Je suis pressée de dire cette phrase. Dans la bio décalée, comme dans C'est Midi, il n'y a pas de... hasard. Ah bon. Merci beaucoup. Alors, Docteur Philo, c'est à vous de jouer. On vous retrouve tout de suite. Je reprends le thème. Je réconcilie et consolide les rapports humains à travers le sport et les réseaux sociaux. Merci Kissinger. Quand vous parlez des sociaux, tout ça, là, Kissinger, si on veut rentrer dans les fonds même de cette description-là, Kissinger, c'est aussi celui qui pleure en chantant. C'est Kissi, même en Bambara, c'est pleure avec Kassi. Kissi, Singer, qui chante non, en anglais. Philo, arrêtez quand même. Vous allez quand même arrêter. Kissi et Kassi, c'est différent. Non, Kissi, Kassi, ça c'est... Les enfants, eux, c'est Kassi. Mais quand une grande personne pleure, c'est Kissi. Avec Kissi. Une émission en direct comme ça, moi je vais avoir honte. Je vais trouver toute la gestion. On est obligé d'accepter. Allez, venez. Ouais, c'est vrai, le sport approche là, on va pas
trop tergiverser là-dessus. On sait toujours que c'est un facteur de rassemblement, et surtout les réseaux sociaux aussi. Quand on a fait bon usage, je vous en prie, surtout quand on voit les WhatsApp, les groupes WhatsApp, là, ce qui s'y passe, c'est bon. Les gens, ils échangent, voilà. Ça rapproche les uns et les autres, c'est très bon. Mais souvent, il y a des groupes WhatsApp, les gens sont étonnés. Pourquoi? Ah, qui m'a mis dans ce groupe-là? Mais attends, vous entrez dans un groupe, vous voyez, vous êtes dans un groupe WhatsApp. Si ce qu'ils disent là-bas ne vous intéresse pas, quittez. Il y a des options pour quitter. Vous êtes, ah, qui m'a mis dans ce groupe-là? Enlevez-moi dedans. Mais toi, tu vas t'enlever dedans. Donc, moi, je n'en veux pas. Voilà, je n'en veux pas aux gens. Et donc, moi, je veux plus m'attarder sur le volet footballistique. Vous voyez, ça, c'est très important. Vous voyez, quand on a cette Coupe du Monde, quand nous entendons l'hymne national du Sénégal retentir en Russie, c'est facteur de. La Côte d'Ivoire est éliminée. Je ne dirais pas heureusement, malheureusement, mais heureusement que le Sénégal est là. Il y a 5 pays africains. Donc, quand on entend l'hymne du Sénégal, vous voyez, tous les Ivoiriens vont supporter le Sénégal, le Nigeria, la Tunisie, les pays africains, hein, l'Égypte, tout ça. Donc c'est ça. C'est-à-dire, l'hymne national du Sénégal, il y a le refrain qui est là. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Et quand on voit ça, c'est un facteur de rassemblement. Même si on n'est pas sénégalais, mais on se sent concerné dans cette Coupe du Monde-là. C'est ce qui est le plus important. Et le facteur, ça c'est le volet général. Sinon, particulièrement dans nos foyers, le sport rassemble. Ah ouais? Ah, dans le foyer là, s'il n'y a pas de sport là, il doit y avoir quel rassemblement? Non, excusez-moi. Non. Nous sommes à une émission, sérieuse. Ne prenez pas vos états d'esprit là, mettez ça dans ma chronique. On dit la vie des filles, on n'a pas dit la vie du public. Moi je dis, le sport rassemble dans le foyer, vous avez pensé à autre chose. Non, c'est pas ça. Quand tu prends ton enfant, puis tu le mets dans la chose, il s'en fait karatéka le soir. Le papa va le chercher, maman va le déposer. Oui. Mais attends, les massages, quand même, quand monsieur est fatigué, madame masse un peu de sport, vous voyez ça. Ça rassemble. Et le sport est très très important. Et c'est important aussi pour le couple de faire le sport ensemble. C'est très important. Et ça rassemble, comme ça que vous connaissez les défauts des madames dans le sport, même dans le foyer, quand il fait quelque chose du temps. Enfin, je veux dire en salle. En salle, d'accord. Ou peut-être dans la rue. Non, moi avec madame, non. Un peu de footing. Voilà, on se fait voir, on aime se faire voir. C'est aussi le sport, c'est bien. C'est surtout très important, facteur, je vais dire que surtout les femmes enceintes. Je vais dire, les femmes enceintes. Vous voyez pourquoi à la maternité, les femmes enceintes, parfois avant d'accoucher, on dit aux femmes enceintes, marcher pour faciliter l'accouchement. Il faut le faire le sport, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est couché à la maison. Et la maîtrise de soi de la femme enceinte qui bavane beaucoup dans le foyer, c'est pourquoi certains disent à la femme enceinte, va accoucher en famille. Parce qu'elle part trop, elle n'arrive pas à se maîtriser. Une femme enceinte, oui, la colère, il faut savoir c'est le sport. Si tu sais pas. Docteur Philo. Elle se maîtrise et quand c'est comme ça, on vous remercie. Merci beaucoup. Prenons à présent des avis extérieurs avec la question suivante. De quelle méthode disposez-vous pour réconcilier les gens? C'est parti. Si je suis le président du quartier, j'allais organiser des jeux pour pouvoir réconcilier les jeunes, pour pouvoir desserrer les liens de fraternité. Si je suis président des jeunes du quartier, ce que je ferai, c'est organiser des spectacles de théâtre, de jeux, pour divertir les gens, quoi. Pour qu'on puisse, en fait, pour renforcer la cohésion entre nous, l'amitié, pour éviter toutes sortes de querelles. Ce que je vais faire pour réunir les jeunes, c'est d'organiser de petites festivités, de petites cérémonies de partage et ensemble profiter de cette occasion pour les réunir et de leur parler et ensemble trouver une solution à ce problème qu'est la séparation de ces jeunes. Si il y a de mésententes entre nous, il faudrait que nous puissions organiser des cérémonies et à travers ces cérémonies de partage, le président des jeunes doit faire passer un message, un discours pour que nous puissions tous nous réunir et former une famille. Selon moi, il faut d'abord valoriser certains facteurs qui sont la solidarité, le pardon, la cohésion sociale. Et sans ignorer aussi certains éléments qui est d'organiser les festivals et aussi le côté sport. Parce que le sport, c'est un facteur d'union, un facteur de cohésion. C'est dans le sport qu'on peut tout oublier, qu'on peut même tendre la main à son ennemi. Pour réconcilier la jeunesse en général, on a pour habitude d'organiser des matchs de football. Moi, je pourrais proposer par exemple à des personnes une séance d'assises, c'est-à-dire une sorte de réunion entre guillemets où on serait assis par exemple pour partager à manger, puisqu'en général, ce genre de réunions sont
très convivial, non, partager à manger. Ce n'est pas le maire qui va venir quand même nous séparer. Il faut qu'on s'attende parce que nous habitons ensemble, nous devons comprendre s'il y a un problème, on appelle les chefs de la maison, bon, voilà, on a un problème, voilà, les jeunes qui sont dans le quartier, ils agissent impérativement mal, bon, il faut qu'on leur tire la réunion pour leur faire comprendre qu'ici, c'est notre quartier, nous devons quand même faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de problèmes. Voilà, on est tous d'accord que nous avons besoin d'être ensemble, nous avons besoin de nous réconcilier, c'est bien cela. Alors, Sako Oumar dit Kissinger. Sako, vous êtes ingénieur réseau informatique et télécom, architecte des systèmes d'information, spécialiste web et médias sociaux et concepteur du JOMIF, la journée de Maracana Interforum. Alors, je suis bien tentée de vous poser la question de savoir comment est-ce que ce désir de réconcilier et consolider les liens est né chez vous? Merci Caroline. Je pense que je pourrais dire que c'est quand même inné parce que depuis le bas âge, j'ai été, je pourrais dire, un leader. À chaque fois que j'ai été dans un groupe, j'ai été quand même à la tête et je pense que la volonté de rassembler est ma seconde nature. Et tous les leaders ne sont pas rassembleurs. Tous les leaders ne sont pas rassembleurs, mais un leader au sens propre du terme, c'est quelqu'un qui arrive à fédérer les énergies. Donc normalement, un bon leader est un rassembleur. Donc depuis tout jeune, vous étiez bon leader. Pourrait-on avoir quand même quelques exemples, un ou deux, de ce que vous avez fait quand vous étiez plus jeune? Un exemple que je peux citer comme ça à la volée. Ou des actes forts que vous avez posés. Un acte fort ou un exemple. Si vous avez réconcilié par exemple des familles ou des amis, je ne sais pas. Bon, en fait, ce que je peux dire, c'est que c'est aujourd'hui dans notre langage courant par rapport à tout ce qu'on a connu que le terme réconciliation s'emploie beaucoup. Sinon avant, c'était quand même de rassembler, de mettre les gens ensemble, d'unir et d'avoir la possibilité de prendre un certain nombre d'initiatives qui peuvent avoir un impact sur un grand nombre de personnes. Donc, je peux citer par exemple un exemple. J'ai un témoin ici qui peut attester de cela. Quand on était en terminale, nous, on était à l'internat. Et comme nos centres de composition n'étaient pas forcément nos écoles, il fallait qu'on se déplace. Et donc, moi, au niveau de la ville de Bouaké, j'ai initié un convoi pour tous les élèves qui étaient candidats au bac et qui étaient internes. J'ai pu nouer un contact avec une compagnie de transport dont j'étais le nom. Et donc, les 4 jours de composition, on a pu mettre en place ce convoi-là qui a pu faire déplacer tous les candidats qui étaient dans les différents centres où il y avait des internats. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que... Et si on allait plus loin, vous nous direz certainement que ces exemples-là sont légion. Mais à quel moment vous décidez d'en faire votre cheval de bataille? À quel moment je décide de faire de cela mon cheval de bataille? Je pense que c'est par rapport à l'expérience qu'on a vécue ici en Côte d'Ivoire, avec les différentes crises qu'on a vécues. Au sortir des crises de 2011-2012, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on arrive à mettre en œuvre ce don qu'on avait là, de rassembler les gens autour de quelque chose qui allait pouvoir nous unir. Donc je pense que comme repère, on peut partir des déchirures qu'on a connues. Et donc, à partir de 2011... Ça a créé le déclic. Ça a véritablement créé le déclic parce que, véritablement, il y avait un besoin de nous remettre ensemble. Et donc, c'est de là que c'est parti. Et on va aller dans le concret. Vous avez fait quoi exactement? On va aller dans le concret. On s'est dit, bon, parce que quand on veut mener une mission, il y a l'objectif qu'on se fixe et puis il y a les moyens qu'on se donne. L'objectif, pour moi, c'était de nous remettre ensemble. Quels moyens faut-il utiliser? Pour moi, c'est le sport. Parce que comme c'est passé tout à l'heure dans les différents éléments, le sport est un facteur de rassemblement. Et donc ce sport-là, et le sport roi, c'est le football. Donc on s'est dit qu'il fallait lancer un concept de retrouvailles autour d'un facteur qui rassemble, qui est le sport. Donc on est parti sur la base du sport, le football et le Maracana. Pourquoi le Maracana? Parce que c'est une création, c'est une conception ivoirienne. En même temps que nous sommes dans une volonté de rassembler, nous faisons doublement aussi la promotion des créations ivoiriennes. Et c'est pourquoi nous sommes allés vers c'est important, ça rejoint un peu le concept de l'Ivoironie à un certain niveau. Venir faire la promotion de qui nous sommes et de ce que nous avons. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit complexé, il faut qu'on
qu'on soit fiers de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Et comme vous êtes sans ignorer, le Maracana, c'est vrai que le football n'est pas né ici, mais le Maracana est une création ivoirienne. C'est pourquoi le président, la Fédération internationale du Maracana est hébergée ici à Abidjan. Voilà. Alors donc, à travers le Maracana, vous rapprochez les peuples, mais je veux dire, le Maracana existait déjà. Ici. Et est déjà pratiqué, on va dire, dans bien de localités de la Côte d'Ivoire. Et comment est-ce que, je veux dire, de façon pratique, vous arrivez à en faire un véritable facteur de rassemblement, au-delà de ce qui se passe déjà? D'accord. Ce qu'il faut savoir, avec nous, la particularité, c'est vrai, le Maracana existait déjà, mais ce qui n'existait pas, c'était de faire passer des personnes qui virtuellement existaient, qui étaient cachées derrière leurs différents écrans, c'était de les faire passer du virtuel au monde réel autour du Maracana. Donc on peut dire sans prétention aucune que nous sommes les promoteurs du Maracana sur le web. Alors si je comprends bien, vous allez sur les réseaux sociaux par exemple et on sait comment ça se passe, on se connaît de façon virtuelle, mais vous arrivez quand même à rassembler, c'est-à-dire à unir, à réunir ces personnes que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Et ce sont elles qui compétissent? Oui, absolument. Ah, d'accord. Ce sont elles. Effectivement, ce sont elles qui compétissent. Et pour revenir sur notre particularité, ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, nous les amenons à sortir des réseaux sociaux et à se retrouver dans la vraie vie. Et au début, ça n'a pas été assez facile quand même. Il a fallu qu'on fasse du corps à corps, du contact physique, de sorte à ce que les gens aient confiance, qu'ils laissent la peur de quitter le virtuel pour pouvoir se retrouver dans le réel. Donc c'est effectivement ces personnes virtuelles-là qui se retrouvent dans la vraie vie pour compétir. Et ces personnes virtuelles, déjà on connaît un peu l'ambiance des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça, mais on constate beaucoup d'animosité venant des personnes de différents bords politiques. Alors quand vous réussissez à les unir, qu'est-ce que vous leur dites? En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que l'Ivoirien n'a pas de problème. De manière générale, l'Ivoirien n'a pas de problème. C'est quand même rassurant. Ce sont les leaders politiques qui ont des problèmes. Vous voyez ici, quand on a tous les soucis, ont eu pour cause la politique. En dehors de la politique, ce sont les mêmes Ivoiriens qui se retrouvent dans les mêmes maquis, dans les mêmes bars, pour jouer. Et donc, je pense qu'il faut leur proposer des choses qui peuvent les motiver. Qu'est-ce que l'Ivoirien aime? L'Ivoirien aime tout, sauf ce qui est compliqué. Une fois qu'on leur dit... Je veux bien comprendre ça. L'Ivoirien aime tout, sauf ce qui est compliqué. Dans ce qui est compliqué, je mets tout ce qui divise. Partout où on doit prendre des machettes, où il faut prendre des fusils, c'est trop compliqué pour l'Ivoirien. C'est vrai que ça ne faisait pas partie de notre culture, on ne connaissait pas cela, mais on nous l'a imposé, ou je veux dire qu'on est passé par là. Nous sommes passés par là, nous nous sommes imposés. Voilà, parce qu'à un moment, je pense que la responsabilité, vraiment, elle est collective. Et donc, nous, à notre niveau, on a décidé en tant que jeunes de sortir de ce carcan politique-là et puis dire à nos amis qu'au-delà de la politique, on a d'autres choses à faire. Alors, vous allez voir, dans tous les conflits, vous allez voir toujours que les conflits finissent par des dialogues. Et ceux qui sont les principaux leaders qui étaient opposés se retrouvent toujours à aller signer des accords. Et c'est nous, le peuple, qui sommes toujours en première ligne. C'est nous qui offrons nos poitrines. Et après, c'est pour nous qu'on érige des monuments pour célébrer les martyrs. Et ça, je pense qu'il faut qu'on sorte de cela. C'est ce qu'il y a. D'accord. Je vais faire un calcul simple. Je vais faire un calcul simple. Vous nous avez dit tout à l'heure que les Ivoiriens n'ont pas de problème. Alors... Et que ce sont les leaders qui sont, entre griffes, le problème. Alors, quelle est donc leur part de responsabilité ou leur part d'implication dans votre projet? Dans notre projet, il est totalement apolitique. D'accord. On a souvent eu des propositions de parrainage, mais nous, on pense qu'avec notre comité d'organisation, nous aussi, on peut être des parrains, donc on n'a pas besoin d'être parrainés. Et en plus, pour pouvoir rassembler tout le monde aujourd'hui, il faut éviter d'associer certains projets
à des visages politiques ou à des personnalités politiques. Ça, nous, en tout cas, on fait tout pour ne pas être rattachés. Et j'apprécie, c'est vraiment louable ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Je veux dire que vous posez, on va dire, des actions sociales. Vous avez forcément besoin d'être accompagné, mais en même temps, pour ne pas entacher votre objectif, vous décidez d'exclure les politiques. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de soutien. Vous avez forcément besoin de mécènes ou de sponsors pour vous accompagner dans ce projet. Sinon, comment est-ce que vous fonctionnez? Si, bien entendu, on a des contacts politiques, on a des hommes politiques. Vous avez besoin de leur argent, mais pas d'eux-mêmes. Merci. On a besoin... Non, c'est clair. Il a tout dit. Ah, d'accord. Il a tout dit. Mais vous êtes sans ignorer que si se trouve que X est véritablement le problème, mais pour résoudre le problème, il faut toucher le problème aussi qui doit. C'est clair. C'est ça. OK, non, mais en fait, si X est véritablement le problème, je pense qu'il y a une autre façon de résoudre le problème. C'est parce que X arrive à vous manipuler qu'il y a un problème. Mais pourquoi vous ne réussissez pas à réunir en même temps les manipulateurs? Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, il a dit manipuler. Voilà. Moi, je pense que... Pourquoi vous ne les réunissez pas? Je pense qu'il y a conflit. D'accord. Quand il y a des participants au conflit. Parce que vous allez voir que les leaders n'iront jamais se frapper. OK. C'est nous qui sommes au bas de l'échelle, c'est nous qui sommes manipulés. Et donc, si nous, on arrive à comprendre qu'on n'a pas besoin d'aller se macheter, d'aller s'entretuer pour des personnes qui sont assises tranquillement à la maison, on aura réglé une partie du problème. Alors, mais ça... Justement, pourquoi on en arrive là, on est manipulé à partir des opinions, des idées reçues, des convictions qu'on se fait, de certaines interprétations qu'on a après avoir bu un certain discours. Alors comment est-ce qu'à travers tous ces rassemblements-là, vous cassez ces idées qui finalement, ou très souvent, nous opposent? En fait, ce que je pense... Au-delà de faire du sport, de manger ensemble. C'est ce que je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les gens. C'est parce que nous sommes un peu... C'est ce que vous faites pendant ces rassemblements? Justement, ça vient un peu dans ce que nous faisons. Il faut sensibiliser les gens. C'est parce que nous sommes un peu vraiment entre griffes, avec un taux d'analphabète assez élevé, qu'on se retrouve à se prendre la tête en se machetant. Regardez un peu les pays qu'on appelle les grandes démocraties. Vous n'allez pas entendre les partisans de X ou de Y. Un a refusé de partir parce qu'il a perdu. Et ce sont ces partisans qui sont dans les rues en train de se macheter. Non, ils ne feront pas ça. Mais ici, ça se fait parce qu'on n'est pas encore éduqué, on n'est pas formé. Et donc nous, comme nous n'avons pas la possibilité de scolariser tout le monde, ou bien d'être ceux qui vont décider de l'avenir professionnel des uns et des autres, ce que nous faisons à travers la sensibilisation, par exemple, nous disons, on peut être opposé, on peut avoir des opinions politiques différentes, mais au-delà de cela, on doit célébrer la fraternité. On se retrouve à 7 000 ou 5 000 personnes, mais parmi nous, quand nous allons retourner sur la toile, vous allez voir les positions politiques de chacun. On peut se clasher, mais dans la vraie vie, là où se déroulent les conflits les plus violents, c'est dans la vraie vie. On peut s'insulter sur Internet si on veut. Mais déjà, quand on sort d'Internet dans la vraie vie... on pourrait dire que ça commence là aussi. Oui. Parce que, mine de rien, ce genre de messages sont des poisons. On est d'accord, mais comme on ne peut pas régler le problème d'une façon, comment on appelle ça, immédiate, il faut commencer par sensibiliser. C'est vrai que la violence commence par les discours, et les discours se tiennent sur la toile. Mais en dehors de ces discours sur la toile, la concrétisation ou la matérialisation ou la déclinaison de ces discours-là en actes pratiques, c'est dans la vie réelle. Si nous, on coupe l'herbe sous le pied de cette violence verbale-là par des contacts physiques, je pense qu'on aura gagné. Donc voici un peu comment nous... En tout cas, vous êtes à féliciter. J'apprécie. Et voilà, si vous nous suivez depuis le début de cette émission, nous sommes réunis autour du thème « Je réconcilie et consolide les rapports humains à travers le sport et les réseaux sociaux ». C'est signé Sako Oumar dit Kissinger. Sako. En tout cas, c'est un bonheur pour nous d'échanger avec vous. Et surtout cette plateforme que vous avez mise en place pour que des personnes qui ne se connaissent pas dans la vraie réalité, qui se connaissent de façon virtuelle, puissent se retrouver malgré leurs divergences d'opinion. On en parlait d'ailleurs. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce que pour vous, cela est primordial et important pour les Ivoiriens de se réconcilier?
Je pense que c'est assez important, mais personnellement, le mot réconciliation me gêne un peu. Il est un peu redondant quand même. Parce que ça a été galvaudé par les politiques. Je crois que c'est devenu un fonds de commerce et tout. Nous, ce qu'on pense, on pense que, comme le père de la nation l'a dit, et comme notre devise le dit, c'est union, discipline, travail. Il faut d'abord commencer par être unis, après être discipliné et se mettre au travail pour une nation prospère. Donc pour nous, nous pensons qu'il faut revoir les fondamentaux. Et donc pour nous, c'est l'union. Il faut commencer par l'union. C'est pourquoi on s'est donné pour, comment on appelle ça, on s'est fixé pour ambition. Comme nous sommes sur la toile, aujourd'hui, les débats ne se font plus dans la rue. La jeunesse est connectée. Et c'est là que se trouve la masse. Et je pense que nos autorités en ont pris conscience. Il n'y a pas très longtemps que le chef de l'État disait que beaucoup de choses se disaient sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il voit et il tient en compte, il prend cela en compte dans sa politique de tous les jours. Et nous, nous disons qu'en tant que citoyens, chacun doit apporter sa pierre à l'édification de cette nation unie, cette nation qui se veut viable, prospère et tout. Donc, voilà. Alors, ça fait quand même 5 ans que vous êtes sur le terrain. Je veux dire, est-ce qu'il y a des indicateurs qui vous confirment que votre méthode elle est efficace? Les indicateurs, on pourrait faire des statistiques. Je crois qu'à la première édition, on avait 4 forums, alors qu'à la dernière, on avait 54 forums. De 4? Oui, on est passé on est même passé à 76, merci. Wow. Et donc, à la première édition... Lorsque vous dites 76 forums, pour 76, ceux qui ne comprennent pas à la maison, qu'est-ce que ça voudrait 76, on avait 76 équipes, mais de 54 forums Facebook. Et sur chaque forum qui participe à Jomif, il faut avoir au minimum 500 membres. Alors que vous avez des forums comme Police Secours avec près de 200 000 membres. Donc, vous voyez que cette année, quand on a essayé de comptabiliser, les comptes Facebook actifs qui étaient directement concernés par notre activité, c'était environ 1 300 000. D'accord. Avec la page qui est le plus suivie ici en Côte d'Ivoire, que je ne vais pas citer, qui a plus d'1 million de followers qui étaient partenaires sur notre activité. Je crois que sur la toile, on a atteint à peu près 2 millions de followers. Voilà. Et donc, je pense qu'on prend en notoriété, en termes d'indicateurs, les chiffres sont là pour l'attester. En termes d'indicateurs aussi, pour dire que nous amenons les Ivoiriens à être ensemble. On a célébré il y a 2 mois le premier mariage 100% Jomif. À cette allure-là, je sens que vous allez célébrer beaucoup de mariages. Oui, précis. Je m'apprêtais à poser la question au-delà de l'aspect réjouissant, l'aspect festif du Jomif et tout. Je me demandais qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Parce qu'on est d'accord qu'en toute chose, il y a ceux qui adhèrent et il y a ceux qui regardent d'un œil qui se disent est-ce que c'est pas juste un truc pour s'amuser? Est-ce qu'il faut attendre que l'année prochaine arrive pour aller juste jouer au foot, se rencontrer et après, quand chacun rentre chez lui, il est face à ses réalités et tout? Qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Bon, il y a mariage là, je m'inscris. C'est bon. Je m'inscris déjà. Avant d'écouter ce que vous avez à dire par rapport à la question. Qu'est-ce qu'on y gagne? Comme je pense que... Surtout qu'on sait que la cible, c'est la jeunesse et on a beaucoup de choses. En dehors du foot, c'est vrai que tout le monde n'est pas féru de foot. Il faut amener les gens à se déplacer. Ce n'est pas seulement pour le foot que les gens viennent. Vous voyez à l'écran... il y en a qui viennent manger. Il y en a qui viennent manger. Philo, il y en a aussi qui viennent chercher femme. Oui. Voilà. Et donc, vous, comme parce que c'est ce qu'il veut dire en fait. Non, moi, je m'inscris. On peut le voir à l'écran. On a eu des personnes qui sont sur la toile, qui mènent des activités professionnelles, qui font de la vente en ligne. À Jomif, on leur donne la possibilité de venir présenter leurs produits. Et au-delà du football aussi, on a un aspect solidarité. On a pu, pour cette année, avoir du boulot pour 2 Jomifans qui ont commencé, qui sont en fonction. En plus de cela, pour toujours raffermir nos liens, on célèbre des activités à caractère vraiment international. Par exemple, on a célébré la fête, la journée internationale de la femme, où ce jour-là, les hommes ont porté des tabliers, ils ont fait le service, on a fait la cuisine, les femmes ont mangé, elles ont dansé. Ah, c'est bien. Elles étaient contentes. Je sens que je vais adhérer là. Vous pouvez voir sur l'image où nous avons fait passer des messages non à la violence, non au mariage forcé, non à la violence faite aux femmes. Et donc, je crois qu'au-delà du foot, comme vous dites, on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'activités
l'objectif final, c'est de mettre les Ivoiriens les uns les autres ensemble. Vous refusez de vous faire parrainer par des politiques. Comment est-ce que vous financez vos différentes activités? Comment est-ce qu'on finance? On a des politiques, des directeurs de société qui nous aident, mais la condition qu'on leur pose, nous sommes des jeunes, vous voulez nous aider, vous nous aidez. Et on essaie de prêcher un peu en disant que ça soit dans la Bible ou dans le Saint-Coran, on a dit quand vous faites un don avec la main droite, la main gauche ne doit pas savoir. Donc faites-nous le don et puis Dieu va fera le reste. Vous êtes souvent reconnaissant. Merci beaucoup. Alors, Kissinger, je vous envoie un gros kiss sur la joue. Merci. Merci beaucoup. Et puis qu'il nous soit à présent permis de consulter la perspicacité de notre sage. Le sage Haïté est avec nous. C'est parti. Bonjour, Monsieur Sako. Bonjour, Monsieur Haïté. J'avoue que le titre Kissinger n'est pas usurpé du tout. Quand je vous ai écouté, quand j'ai entendu ce que vous avez dit, les paroles fortes que vous avez prononcées, j'avoue que le sage que je suis est impressionné. Je suis tout heureux de voir des jeunes s'impliquer aussi intensément dans cet effort, non pas de réconciliation, mais de remise ensemble du tissu social qui a été quelque peu déchiré. Vous avez déjà pris la bonne marche, vous avez déjà pris les bonnes décisions. Les paroles, j'avoue que j'ai des choses à vous dire, mais vous avez déjà beaucoup fait. Vous avez déjà beaucoup dit. Et l'équipe qui est avec vous, parce que vous avez 78 000 à peu près qui vous suivent, je pense que vous allez pouvoir faire de belles choses. Votre destin est là, saisissez-le. Il y a des choses derrière. Allez en avant. Bravo. Merci beaucoup, message Haïté. Et encore merci à vous. Et puisque votre activité, vos actions sont nobles, nous allons vous demander de rester sur ce plateau, vous, messagers de la paix. Voilà, on aura besoin de vous encore pour cette émission. Mais avant de vous redonner la parole, permettez-nous de retrouver Prissy dans ses dégamages. C'est poté. C'est la dégameuse. Voilà, chers affaires, on reste dans le football. Et si, comme moi, vous êtes tout le temps demandé, mais pourquoi nos joueurs africains n'arrivent pas à avoir un bon rendement? Pourquoi est-ce qu'ils ne marquent pas de but? Pourquoi? Eh bien, je vais vous citer l'une des raisons pour lesquelles ces joueurs-là ne se donnent pas vraiment. À fond. Et je vais dire, dans le match, là, il y a ce qui se passe sur le terrain et il y a ce qui se passe dans les coulisses, n'est-ce pas? Ouais. Vous êtes d'accord avec moi que dans la vie, là, on travaille pour payer mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Nos joueurs africains, généralement, ont des problèmes d'argent. Problème de prime. Et ça, là, c'est très important. Donc, souvent, là, c'est bien de les critiquer, de dire qu'ils ne valent rien, ou ils font rien, ils font rien. Mais s'ils sont mal gérés, comment est-ce qu'ils vont bien rendre? Toi-même qui me regardes, là, si ton patron ne te paye pas bien, tu vas bouder tout le temps au boulot. Donc, voilà, je vais vous raconter... Et ça, je suis sûr que vous allez parler des Camerounais. Toujours, il y a ce problème. Non, aujourd'hui, c'est pas... Ah bon, ils sont habitués à ne pas être payés. D'accord, c'est vous qui le dites. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des Black Stars au Mondial 2014. Les Black Stars sont allés jouer. Ils devaient jouer avec le Portugal. Et jusqu'à la veille du match, ils n'ont pas reçu leur argent. Donc, ils sont là, ils ont commencé à tempêter, ils ont commencé à bouder et tout. Et le gouvernement qui leur a dit, non, allez-y jouer, on va vous emmener votre argent par virement. Vous avez vu ça, oui? Ils ont dit, niet. C'est comme si on te disait, non, donne-moi ta fille, elle rentre chez moi à la maison et puis après, j'envoie la dot. Non, 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 on paye d'abord. Ils ont dit, non, on veut notre argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a affrété un avion spécial. C'est-à-dire l'avion a quitté le Ghana. Ils vont jusqu'au Brésil avec l'argent en espèces. 1,5 milliard de francs CFA. On a compté qu'on s'en leur a donné. Et puis ils sont allés jouer. Ils ont joué, bon, malheureusement, ils ont été menés 2-1. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas été motivés au début. Parce que si tout s'était bien passé là, si l'argent était là, l'argent n'est pas arrivé à temps. Merci. Sinon, normalement, quand l'argent est là, tu es inspiré. Vous ne voyez pas les danseurs d'Arafat. Et ils ont joué, donc franchement,
Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On est là, on regarde, on critique, mais il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui travaille, qui n'a pas son salaire, qui n'a pas l'argent. Et nous, en Afrique, généralement, un seul joueur, il joue pour tout le village. Donc, quand il pense qu'il va payer le tissage des nards, il va payer les quais de madou, il va payer tout ça, et qu'on ne lui donne pas son argent, ça fait mal. Donc, j'attire l'attention sur nos gouvernements. Pitié, en ce moment-là, on a encore de l'espoir. On soutient nos équipes. Donc, pitié, réglez les primes. On espère qu'il ne va pas avoir ce genre de problème pour que nos joueurs... Et souvent, ça se voit dans les prestations. Le gars, il arrive, dribble les défenseurs. Même le gardien, il dribble même les poteaux. Il ne met pas dedans. Pendant qu'il joue là, il y a ton petit Mado qui attend d'encaisser la facture. Laquelle des factures? Bon, ça dépend de l'eau, il y a beaucoup d'endettés dans les équipes là-haut. Donc voilà, et puis ça stresse. Donc franchement, on espère que tout va bien se passer, qu'on n'aura pas ce genre de problème, afin que nos joueurs puissent avoir un bon rendement et qu'on soit fiers de toutes nos équipes. Pitié, comme ça, là, quand vous payez l'argent net, quand ils ne jouent pas bien, là, facilement, on peut les frapper. Là, on a raison. Mais quand ils ne sont pas bien payés, là, on ne peut pas trop parler. Heureusement que les éléphants n'ont pas ce problème. Donc, voilà. Ils ont peut-être d'autres problèmes. Voilà, ils n'ont pas ce problème. Comme moi, je n'ai pas encore bouffé l'argent d'un joueur en Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Donc ça, je ne vais pas trop me prononcer. C'est mieux de ne pas vous ajouter à la liste de leurs problèmes. Non, je dirais, je suis patiente. En tout cas, j'ai prié pour vous. Quand ils vont régler là, pensez à moi. La doléance. Merci beaucoup. On applaudit très fort Priscille, la dégameuse. Et ce n'est pas encore terminé. Nous avons une chronique avec Jean-Michel Honin, CNET Littérature. C'est aujourd'hui. Mais je ne l'avais pas oublié. On a eu un invité témoin qui a dit des choses intéressantes et très, très importantes. Alors, je veux tout simplement faire un test, savoir si vous avez capté le message. Si oui, qu'est-ce qui vous a marqué dans son témoignage? Bonjour. Vous, allez-y, prenez le micro, levez-vous. Vous êtes un grand garçon, courageux, audacieux. Présentez-vous. Je m'appelle Niplé Joël. Niplé Joël. D'accord. Moi, ce qui m'a marqué dans le témoignage du monsieur, c'est que déjà, il a une vision que tout le monde n'a pas. Et il a dit des vérités que tout le monde ne sait pas. Comme par exemple le fait que notre problème vient du fait qu'il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas un certain niveau de, je vais appeler ça d'intellectualisme. Donc ça crée... Il a dribblé tout le monde. Ça crée des problèmes. Rapprochez un tout petit peu. Ça fait que les gens n'arrivent pas à comprendre quelle action mener quand on se retrouve face à telle ou telle situation qui peut avoir un impact néfaste sur la population en général. Papa, tu t'exprimes. Parce que logiquement, quand vous devez être élu, vous présentez, on va dire, votre programme. Naturellement, mais pas pour parler de politique, mais pour parler de la population elle-même. De la population en général. Parce que c'est ce qu'il a fait ressortir, qu'il ne faut pas mélanger ce qu'on ressent, ce qu'on peut faire en tant que population avec ce qui se passe dans la politique. Il ne faut pas combiner les deux. Du moment qu'on combine les deux, ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans un cadre qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, c'est comme un enfant qui rentre dans un bureau. Je change de place. Je vous informe que nous sommes en face de notre deuxième invité témoin du jour. C'est comme un enfant qui rentre dans un bureau où il n'a aucune idée de ce qui se passe. Du coup, il sera facilement manipulable, grugé ou plein de trucs qui peuvent lui arriver. Alors que quand on reste dans ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire en dehors de l'entreprise, que l'enfant va rester avec ses parents, il sera mieux encadré et il saura se gérer. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis... Non, je ne suis pas parolier. Je suis community manager. Mais vous avez quel niveau d'études? Quel niveau d'études? Le micro. En fait, parce que... Bon, quel diplôme? Quel diplôme? Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Bon, j'ai fait des études en informatique. En informatique. Voilà. Et je trouve que vous exprimez très bien. Merci beaucoup. Merci
merci, c'est important quand même. Comme je le disais, une chose est de venir à l'émission, participer à la belle ambiance qui y règne, mais une autre aussi est de pouvoir écouter les différents messages qui sont donnés sur ce plateau. Et ça nous fait plaisir de savoir qu'il y a parmi le public des personnes qui écoutent attentivement. Nous ne prêchons pas dans le désert. Alors, merci encore à vous pour votre intervention. Et tout de suite, après la pub, nous retrouverons Jean-Michel Honin pour CNeT Littérature. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... féminines. Je voudrais vraiment draguer vos cœurs sur une œuvre splendide sortie de la plume de Mohamed Mbougar Sarr, pour avoir l'accent sénégalais, qui est un écrivain de 28 ans. Et il nous raconte l'histoire de 72 jeunes migrants qui sont assignés à résidence dans une petite ville, un petit village sicilien. Comment leur arrivée bouscule le quotidien de cette commune, comment change la nature des interactions entre eux, c'est-à-dire ces nouveaux arrivants et la population sur place, la tension qui monte. Alors ces ragazzi, comme les Italiens les appellent, ça signifie les Xégar, ces ragazzi sont pris en charge par une association appelée Santa Marta. Alors ils vont rencontrer différents types de personnages. Un curé, une dame accueillante, un monsieur réfractaire limite raciste, un poète retraité, autant de profils qui nous donnent une diversité de regards sur le phénomène de l'immigration, jusqu'au silence doux. Le titre de cette œuvre, ou de cet ouvrage, Le silence du cœur. C'est un roman qui est joliment écrit et qui nous fait capter les rêves, les espoirs, les aspirations, les désillusions des migrants, qui change notre regard également sur ce phénomène et qui nous rend aussi beaucoup plus humains. J'ai choisi pour vous deux extraits, très rapidement. Le premier, c'est raconté par un des migrants dans cet ouvrage, il n'y a pas de souci. Il dit « Un jour, des policiers nous ont trouvés. Ils sont arrivés et ont crié pour nous faire peur. Leur chef a dit qu'il y avait la pauvreté, la corruption, l'absence d'emploi, mais que si tous les enfants du continent partaient, plus personne ne resterait pour le développer. On a appelé notre passeur, il est venu et a discuté avec le policier à l'écart quelques minutes. J'ai vu notre passeur glisser des billets dans la main du policier, le policier qui est italien, bien sûr. Après ça, le policier est parti sans rien nous dire avec ses hommes. Des hommes vraiment intègres. Ces policiers prêts à développer l'Afrique, à lutter contre la corruption. C'est assez ironique, ça. Et puis l'autre extrait, c'est « L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. » Oui, c'est vrai, mais j'ajoute, parce qu'elle est elle-même misérable. La valeur de la vie humaine lui échappe, les frais. Voilà des passages assez forts qui nous démontrent bien qu'on est en face d'un ouvrage qui méritait bien de se voir décerner, c'était très récemment, cette année, le prix littéraire Monde 2018, doté d'une enveloppe de 3 000 €, un peu plus de 2 millions de francs CFA. Donc je vous recommande ces 415 pages, et je rappelle le titre, c'est bien Le silence du cœur, signé par Mohamed Mbougar Sarr. Merci infiniment. Jean-Michel Honin, CNeT Littérature, c'est terminé. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Tout à l'heure, quand il a parlé de la valeur de la nature humaine qui échappait aux Occidentaux. Et vous, on sait que vous en faites plutôt la promotion, n'est-ce pas, à travers vos activités. Vous avez un dernier mot avant qu'on ne termine cette émission ? Un dernier mot, je crois, c'est à l'endroit de votre équipe. On tient vraiment avec mon comité d'organisation, avec les Jomifans, à vous dire merci. Comment on les appelle, les Jomifans? Les Jomifans. Ah d'accord. Amis Jomifans, bonsoir. En tout cas, merci d'être là. Merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Oui, allez-y. Et je voudrais ajouter que comme Henry Kissinger, il est très diplomate. Oui, bien sûr, c'est un grand diplomate, oui. Et puis, il s'est exprimé avec beaucoup d'aisance, avec de la suite dans les idées. En tout cas, on a été très, très heureux de vous avoir pour invité témoin. Merci d'applaudir également le lycée d'enseignement artistique d'Abidjan. Merci de votre présence sur ce plateau. Et mes meilleurs amis, mes amis de tous les jours, le fan club de Sénégal. Et voilà, le temps qui nous avait été imparti est échu. On a eu un grand bonheur à vous présenter ce numéro de C'est Midi. On se retrouvera demain pour un autre. Merci et restez sur RTI 1. Au revoir.